Alors, c'est un gérant, trois questions avec Vincent Fourcault de Uncia AM. On va parler donc de votre fonds Uncia Global High Growth. Alors, tout d'abord, quel est l'aspect? Alors, on va déjà juste préciser. High growth, donc c'est forcément forte croissance. Donc voilà, donc on a bien compris, ça va être des valeurs de croissance. Parlez-nous maintenant plus précisément donc, du fonds, de sa spécificité, de voilà, ce qui fait la caractéristique du fonds. Alors, tout d'abord, c'est un fonds unique sur la place parisienne. Sur 10 000 fonds, on n'a pas trouvé le moindre de ces 10 000 fonds communs avec ce qu'on fait. C'est très singulier, tout simplement parce que on n'a pas cherché à faire quelque chose qui soit différent pour être différent, mais quelque chose qui soit performant. Et étonnamment, je pense que c'est dans le bon sens, l'ambition de chacun, d'un épargnant, c'est d'investir dans les plus belles boîtes de croissance. Et c'est à cette période-là de l'entreprise, quand la croissance est forte, que se cristallise le gros de la performance boursière dans la vie de l'entreprise. Et alors pourquoi vous dites qu'il est unique? Quelle est la différence par rapport aux autres? Parce que des fonds sur des valeurs de croissance, il y en a. Oui. Qu'est-ce qui fait donc sa particularité? En fait, elle est liée tout simplement au profil de croissance qu'on demande. C'est des taux de croissance qui sont très élevés, qui sont supérieurs à 15% par an. Alors, c'est des entreprises capables de doubler de taille en moins de 5 ans. Dans la vie des marchés, vous avez connu des périodes de très forte croissance pour le groupe Microsoft, il y a 20 ans, Sodexo, il y a une quinzaine d'années, L'Oréal, il y a 25 ans, et plus récemment Apple, Google au cours des 10 années précédentes. Et là, de façon prospective, dans les 10 prochaines années, vous avez Facebook. Donc vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en train de cristalliser le gros de leur performance boursière en ce moment parce qu'elles ont un profil de croissance fort et qu'il est très difficile pour la plupart des investisseurs de se projeter. Parce qu'on a je pense que la plupart des investisseurs ont une certaine myopie, ne veulent pas se risquer à investir sur une entreprise dite croissance forte, parce qu'elle est sur un plus haut historique, parce que c'est difficile de convaincre dans le cadre d'un comité d'investissement, parce que l'entreprise est assez nouvelle. Voilà, Facebook, c'est une entreprise qui a à peine 10 ans et qui capitalise 250 milliards de dollars. Donc voilà, nous, notre ambition, c'est de se spécialiser que sur ces thèmes d'entreprise, croissance forte. Et comme on est spécialisé, on a un esprit critique plus développé, je pense, que la plupart des investisseurs qui en font aussi dans leur portefeuille. C'est pour ça que nos sociétés montent, mais ils le font de façon beaucoup plus parcellaire et périphérique à leur portefeuille. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs? Vous nous avez parlé donc de valeurs américaines, notamment Facebook, Microsoft, Amazon. Voilà, quels sont les critères spécifiques vraiment que vous allez regarder? Alors les critères sont simples, c'est des critères de croissance qu'on retrouve, mais aussi de rentabilité. Alors je vous ai parlé de 15% de croissance annuelle, on va vérifier que dans le passé l'entreprise a délivré une croissance soutenable de plus de 15%, et de façon prospective, nous, en tant qu'investisseurs professionnels, on va veiller à ce que l'entreprise qu'on a détectée au sein de notre univers soit vraiment en croissance soutenable. Donc ça nécessite toute une enquête, et donc de croissance, d'environnement concurrentiel, de stratégie d'entreprise. À cela s'ajoutent des critères de rentabilité. Parce qu'on ne veut pas tomber dans les travers des années 2000, fin des années 90, où on achetait en fait le nombre d'internautes qui se connectaient sur la page web. Nous, ce qu'on veut, c'est de la rentabilité réelle, associée à des perspectives qui sont tangibles et qui vont se traduire par de la rentabilité, et dans 5 ou 10 ans, qui vont se traduire par d'importants dividendes pour l'actionnaire. Nous, on sera parti quand l'entreprise va donner à l'actionnaire une partie de ses profits. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'on n'attend pas les dividendes. D'ailleurs, le payout, donc le rendement agrégé du portefeuille en termes de dividendes est de 0,7 à 0,8%. Quand on voit le CAC 40 qui est aux alentours de 3, 3,5, voire 4%. Donc nous, c'est vraiment des entreprises qui réinvestissent dans leur croissance, mais qui sont rentables et qui génèrent des cash flows positifs, qui n'ont pas besoin, paradoxalement, au marché financier pour grandir. Et alors cette forte croissance dont vous parlez, est-ce que là, donc, on a bien compris, vous n'attendez pas donc les dividendes, ça va permettre au titre de progresser, parce que parfois c'est pas forcément lié. Vous parlez du dividende et de la... Non, je parle de la croissance, par exemple, de la société, de ses résultats. Oui. C'est pas forcément lié avec la performance du titre. Alors, effectivement, parfois, il y a des décorrélations, comme on est en train de le vivre sur notre style, des décorrélations entre le comportement boursier et la performance économique de l'entreprise. En général, dans le temps long, le marché achète la performance de l'entreprise. Il y a des périodes où le marché est, je dirais, surréagi à la hausse en se disant « Ah, les résultats sont formidables, je me projette à 25 ans ». Et là, on tombe sur des bulles, et ce qui n'est pas le cas de notre style, mais je peux vous donner l'exemple de quelques entreprises européennes qui sont, de notre point de vue, beaucoup trop chères et qui pourtant rentrent dans nos critères de croissance. On était investi, je vous en avais parlé, du secteur des semi-conducteurs en Europe. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a gagné 60%, 70% en 3 mois sur
sur certains dossiers. Nous, on atteint nos objectifs de cours, on vend. Mais de l'autre côté, on a trouvé des entreprises dans le monde émergent et aux États-Unis qui, elles, ne sont pas chères par rapport aux perspectives de croissance. D'ailleurs, vous voyez là dans le reporting, on avait 24% d'Europe quand on s'est vu il y a à peu près 2 mois. Aujourd'hui, on en a 18%. Donc, on a pris sur à peu près un tiers de nos expositions européennes des profits et certains dossiers sont sortis. Et vous êtes renforcé sur le marché américain notamment. Américain et émergent, tout à fait. Alors c'est totalement à contre-tendance de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, parce qu'on dit tout le monde dit voilà, il faut se désengager du marché américain pour revenir sur l'Europe. Vous faites le contraire. Nous, on a une approche très microéconomie. Donc on va dans le détail des business qu'on rencontre et essayer de valoriser, donner du sens aux histoires qu'on nous raconte. Donc les dirigeants d'entreprise que je rencontre tous les jours, je valorise leur perspective de croissance. Évidemment, ce qui s'est passé sur les marchés européens avec la baisse de l'euro face au dollar et d'ailleurs face à toutes les monnaies du monde est très favorable pour les exportateurs. Nous, on l'a intégré dans tous nos cas d'investissement et c'est pour ça qu'on était assez motivés en début d'année et qu'on s'était renforcé, d'ailleurs même en fin d'année dernière, sur l'Europe. Mais comme vous le savez, les entreprises de croissance forte, il y en a beaucoup, mais pas en Europe. Ouais. C'est pour ça que et vous c'est ça le surtout problème. aux États-Unis et donc en voilà. Asie. Et par construction, du coup, nous, vous avez à peu près 40% du portefeuille qui est aux États-Unis, par construction. C'est là que vous retrouvez les plus belles entreprises technologiques de croissance forte. Et puis 40% dans le monde émergent. C'est dans le monde émergent, il y a des zones où on est en train de vivre les 30 glorieuses. Et pourquoi on n'a pas ces valeurs de forte croissance en Europe ? Parce que je pense qu'on a des problématiques liées à un manque de capital au début pour les entreprises qui sont créées. Des Facebook, on n'en a pas en Europe. Il y a l'accès au capital au tout début pour des entreprises nouvelles et naissantes. C'est très difficile de faire émerger de nouveaux gagnants structurels. Regardez, Iliad, c'est l'un des rares exemples qui rentrait parfaitement dans nos critères de croissance. Aujourd'hui, la société arrive à maturité puisqu'elle a pénétré son marché français. Elle n'a pas trouvé de relais de croissance aux États-Unis. Mais voilà, je pense que l'accès au capital et ensuite des problèmes de structure de l'économie qui fait que dans le monde, je dirais, dans le monde mature et notamment en Europe, c'est difficile. Par contre, une exception en Europe, c'est les pays nordiques. Ouais. Et les pays nordiques, vous avez beaucoup d'entreprises exceptionnelles, souvent qui sont des challengers mondiaux, parce que leur marché local est tellement petit qu'ils se sont internationalisés très vite. Et donc, ils bénéficient des pays émergents dès maintenant. Voilà. Vos principales positions actuellement, c'est Alors, vous savez, nous, on ne change pas d'avis toutes les 3 semaines. Donc, ça reste une société que je vous avais évoquée qui s'appelle Spirit Airlines, qui est aux États-Unis. En fait, c'est le EasyJet américain. Voilà vous voyez que c'est la deuxième ligne du portefeuille. C'est étonnant, mais un Américain, quand il voyage en Europe, voyage avec Air France, fait son vol ou avec le membre de la Star Alliance, etc. Donc, vous prenez une compagnie américaine et puis Air France vous assure la continuité de service pour aller à Nice, par exemple. Voilà. Et ne passera pas par un low-cost provider parce qu'il faut que les slots correspondent, les heures d'arrivée, de décollage. Et donc, en fait, EasyJet et Ryanair, qui sont l'exemple type des acteurs gagnants dans des pays matures qui parfois font face à des problématiques de pouvoir d'achat, aujourd'hui, ces deux acteurs-là dominent le marché des airlines locaux européens et contrôlent 25% du marché. Spirit Airlines, c'est le modèle le plus proche des low-cost européenne et ne contrôle que 1,5% de part de marché. Donc là, vous êtes sur une histoire de croissance qui est forte, puisque c'est un changement d'usage aux États-Unis. Le billet d'avion coûte 2 fois moins cher que pour les compagnies locales et la demande est forte. Les compagnies aériennes américaines qui ont fait faillite il y a 3 ans, 4 ans, se sont consolidées, ont passé des hausses de prix et là, vous avez l'exemple type d'un acteur complètement, je dirais, low cost et pur, qui aura un profil de croissance de 25% par an pendant 5 ans et qui vaut à peine 15 fois les résultats. Voilà. Avec une rentabilité qui est forte puisque c'est des marges opérationnelles de 20%. Contrairement à Air France qui a perdu pendant 10 ans de l'argent, donc des free cash flow négatifs, cette société génère des free cash flow positifs depuis maintenant 4 ans et est très 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 rentable puisque nous on a des retours sur capitaux employés qui sont de l'ordre de 30%. C'est assez unique aujourd'hui ce type de rentabilité pour des compagnies aériennes. Elle est au début de son histoire, donc un gros poids. Merci Vincent Fourcault, donc gérant associé d'Uncia AM pour ce focus sur le fonds Uncia Global High Growth. Voilà, donc avec une belle performance quand même si on peut regarder rapidement le graphique sur l'année. Vous êtes toujours en progression là depuis fin 2014. Ça se passe bien. Oui, merci. On passe tout de suite au débat de Direct Gestion.